Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ici à cet endroit. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. On peut rappeler très brièvement qui êtes-vous? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous recevoir, mais est-il que je ne pouvais presque pas vraiment m'exprimer parce que, vous savez, avec notre travail qu'on faisait, c'était un travail privé, c'est-à-dire un travail apolitique. Mais comme vous êtes venu me rencontrer, je suis obligé de vous expliquer qui suis-je. Moi, je suis major, technicien d'état-major israélien Ngani Yanda Mukomba, tel que vous l'avez cité. J'étais le chef de la sécurité rapproché du chef de l'État, donc l'ancien chef de l'État, le président Mobutu. Je suis disposé, j'attends ce que vous voulez me dire. Vous avez fait combien de temps à côté de Mobutu? D'abord, dites-nous comment vous êtes arrivé à côté du président Mobutu. Si vous me posez la question en ce qui concerne la durée dont je suis resté à côté du président Mobutu, mais je vous dis que j'ai fait 22 ans avec le chef de l'État. Je suis monté à la présidence, bon, j'avais encore le grade, ce qu'on appelait chez nous Lingala Mamboussou, c'est-à-dire premier sergent. Ben, jusqu'à ce que j'étais devenu major, technicien d'état-major. Donc ça fait 22 ans que j'étais avec le chef de l'État. Alors, le président Mobutu tombe malade. Pour vous, c'était à quel moment qu'il est tombé malade? Oui, vous savez, la maladie arrive. La maladie n'explique pas que je viens. Il arrive brusquement. Ben, le président était malade au moment où le pays n'avait pas vraiment assez de difficultés. Ben, c'était le début de la rébellion. Et après tout, le président était gravement malade et il est parti la première fois avec mon titulaire qui était le colonel Motoko. Et ils sont rentrés, ça a été encore très bien. Et la deuxième fois, nous sommes partis avec. C'est-à-dire, on faisait des rotations, moi et mon frère, le colonel Motoko. Oui. À côté du président? À côté du président de la République. À ce moment-là où j'ai trouvé que la situation était un peu grave. Des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Et c'est là où ça a commencé à aggraver sa maladie. Et je ne sais pas vraiment vous le dire, c'est l'homme, c'est l'individu lui-même qui connaissait comment il sentait sur son corps. Mais est-ce que vous avez senti ça quand même, qu'il était faible? Oui, le président était sérieusement malade. Le président était sérieusement malade. Normalement, il allait vraiment s'occuper. Il allait vraiment s'occuper de sa santé. C'est ce qu'il allait faire. Bon, est-il que lui, comme il était militaire, vous savez, les militaires, soyez malade ou quoi, lui, comme il aimait très bien son pays, il voulait toujours s'occuper de son pays. Moi, je reviens à la période où le président Mobutu décide de rentrer à Kinshasa. Et le 17 décembre, il arrive à Kinshasa. J'étais à l'aéroport, moi, je me rappelle. L'avion s'immobilise. C'était vraiment l'espoir pour tout le peuple. L'avion s'immobilise sur le tarmac. Le président ne sort pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Très bien, j'étais dans l'avion présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne peux pas arriver à vous dire ce qui s'est passé au juste dans l'avion, mais le président était malade dans le sens que ses médecins l'ont interdit. Ces médecins qui? C'était le professeur Djomi, que vous le connaissez, avec le docteur Biamoungo. Ils l'ont interdit de ne pas descendre parce que le président avait une faiblesse générale. Il ne pouvait pas vraiment descendre. Vous voyez l'escalier de l'avion. Ouais. Alors, d'un coup, le président m'a appelé, il m'a dit, écoutez, tu descends et tu appelles le Premier ministre. Tu lui dis, écoutez, les gens... À l'époque, le Premier ministre, il s'agit de M. Kengwa Dondo. Mais voilà, vous lui dites que les corps constitués, c'est comme ça qu'on appelait chez nous. Les corps constitués. Les corps constitués doivent me rejoindre à la résidence. Et de là, le chef m'a dit, écoutez, tu vas appeler la voiture officielle. Dès que les gens vont partir, et la voiture officielle s'approchera à côté de l'avion. Et là, vous allez me mettre, on va continuer l'escorte pour rentrer à la maison. C'était comme ça. Bon, le chef n'était pas capable de descendre.
Il était sérieusement malade. Et dans notre avion présidentiel, vous savez qu'il y avait un compartiment du... Tout à fait. Voilà. Oui. Et c'est là où le président était reposé. Alors j'ai décidé de descendre, je suis sorti seul. J'ai appelé le Premier ministre, j'ai appelé aussi le chef d'état-major qui était déjà à Maël. J'ai dit, écoutez, le chef a donné l'ordre, il faut faire ça, ça, ça et ça. Ils ont exécuté, les gens étaient partis, les autres sont partis à la résidence. Mais la population est restée quand même parce que... Mais la population est restée, mais nous sommes restés aussi longtemps pour attendre que cette population puisse se disperser. Oui, c'était notre politique, on devait attendre pour ne pas avoir, vous comprenez, la faiblesse du chef ou quoi, comment il allait descendre l'avion. Mais on ne pouvait rien faire autrement. Les médecins m'ont dit, écoutez, nous devons tout simplement descendre. Alors on est descendu, j'ai appelé la voiture est venue tout juste au tarmac, et on a mis le président, nous sommes partis. C'était comme ça. Vous arrivez à la résidence, le président Mobutu fait quand même un discours qui donne de l'espoir au peuple. Il dit qu'il connaît les attentes du peuple. Et il ne le fait pas, peut-être, on ne va pas entrer en détail. Vous avez un commentaire sur le discours du président en tant que militaire? Peut-être pas. Le discours que le président Mobutu a fait ce soir-là au camp Tchatchi. Vous savez, moi, je ne peux pas vous parler de la politique. Je vous parle de la sécurité. Voilà. Un homme de la sécurité parle de la sécurité. Il est en politique. Oui, le président fait un discours, mais ça concernait le... C'est un problème politique. C'est aux politiciens de comprendre ce que le président voulait dire. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris ce que le président voulait dire. Vous voulez dire quoi, le président? Ah ben ça, moi, je ne peux pas arriver à vous dire au fond. Excusez-moi de ce côté-là. Mais il y en a d'autres qui ont compris que le président voulait dire quelque chose de sérieux. C'est-à-dire qu'il voulait s'occuper normalement de sa santé. Mais les gens n'ont pas compris. Ses collaborateurs plus proches. Je voudrais qu'on aille très très vite pour passer à l'essentiel. Nous sommes déjà tout le pays est pris. Et c'est vers Kinshasa que la rébellion à l'époque arrive. La FDL arrive à Kenge et avance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le président Mobutu a fait? Parce qu'on a vu que la rébellion était en train d'avancer. Le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud est arrivé pour essayer de faire des tentatives. Vous allez nous parler un peu de ce qui s'est passé sur Utenika, parce que vous étiez là. Mais, en fait, pour le président Mobutu, est-ce qu'il fallait rester ou il fallait céder le pouvoir? Tout à l'heure, vous m'avez posé une petite question. Revenons un peu en arrière, vous m'avez dit, mais c'était une question politique. Mais vous avez très bien entendu que le président a dit on l'avait poignardé sur les dos. C'est-à-dire qu'il était malade. Voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Ces envahisseurs ont profité. Qui l'a poignardé là? Ah ben moi je ne peux pas vous en parler ici, excusez-moi. S'il vous plaît. Je m'excuse. Il parlait de ceux qui l'ont poignardé, c'est-à-dire quoi? Ses proches, sa famille ou vous de sa sécurité rapprochée? Non. On va arriver, je vais vous dire comment la sécurité a été innocente de cette corruption. Comprenez? Vous parlez de corruption. Mais moi je parle de corruption. Je l'ai dit ouvertement, je ne cache rien ici. Vous comprenez? Si la sécurité comprenait très bien ce qui s'est passé, mais vous alliez attendre quelque chose. On n'allait tout d'abord pas quitter Kinshasa. Vous comprenez? On n'allait pas quitter Kinshasa. Nous allions rester là-bas. Nous allions attendre à ce qu'on puisse venir prendre et le président et nous autres. Parce que nous avions prêté serment pour ça. Vous voyez? Ben, si nous sommes partis, est-ce qu'on dépend... Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle la sécurité? La sécurité quoi? C'est une partie de l'armée qui est détachée, une partie de l'armée de forces terrestres qui est détachée auprès de la présidence pour assurer sa sécurité. Vous comprenez? La présidence étant une institution. Voilà, exactement ça. Alors, la politique pour nous et la corruption de tout ce qui s'est passé, nous étions vraiment innocents de ça. Nous sommes le 16 mai 1977, 97 pardon. La population quinoise voit passer une série de bus avec les effets personnels du président et de sa famille. Le président doit partir à Guadeloupe. C'était facile pour que le président puisse partir à Guadeloupe. Pourquoi le président est parti à Guadeloupe? Qui lui a demandé d'aller à Guadeloupe? Vous avez raison de poser cette question parce que le 16
On appelait ça comment à l'époque? On appelait les conseils supérieurs militaires. Devraient se présenter à la résidence du président le soir pour qu'il puisse discuter, pour qu'il puisse faire un tour d'horizon de connaître comment parer à la rébellion. Vous voyez? Bon, eh bien, il y avait des officiers généraux qui siégeaient sur ça. Et le Premier ministre faisait partie de ces conseils. Le général Likoulia. Le général Likoulia. Bon. Ils sont arrivés, mais le chef d'état-major général qui était le général Maël, en même temps ministre de la Défense nationale, était arrivé un peu en retard. Lui... arrivé en retard parce qu'il était en contact avec les rebelles, en fait. Je ne sais pas, je vais arriver, je ne sais pas. Si vous connaissez ça, vous êtes bien placé de me Non, dire. c'est une question que je Bon, pense. alors, qu'est-ce qui s'est passé de son retard? Il est rentré à la résidence et il a cherché qui était responsable de la sécurité. Moi, j'étais sur place. Il m'a appelé. Il m'a demandé où je pouvais trouver le chef. Il dit, bon, le chef était vraiment malade. Excusez-moi de vous le dire. J'ai dit, le chef était malade et il est en haut là-bas parce que vous savez, la résidence avait 2 étages. 2 étages. Voilà. Eh bien, il est monté. Je ne pouvais pas le laisser monter seul. Nous sommes montés ensemble. Nous sommes arrivés là-bas et bien, il a salué le chef. Ses premières paroles, je dis bien ses premières paroles. Moi, j'étais présent, et son enfant, l'enfant du président, le capitaine, le fait Kungulu, m'a suivi aussi. Hein. Et il a dit au président, je ne suis pas disposé, ça sont les paroles du général Maël, je ne suis pas disposé à assurer ta sécurité pour le moment. Je suis venu tout simplement vous dire, maréchal, excusez-moi, si vous pouvez vous déplacer d'ici pour aller à Gbado. Et à partir de Gbado, nous allons voir comment est-ce qu'on va parer à l'ennemi. Voilà, c'était là où le président est descendu. Et quand le président est descendu, tout de suite, il n'a pas posé d'autres questions au général Maël? Non, il n'a même pas répondu. Quand Maël a parlé de ça, il n'a même pas parlé quelque chose. Le président est descendu. Où étaient les autres généraux pendant ce temps? Ils étaient en bas dans le petit salon. Nous avions un petit salon là où on recevait tous les généraux, quoi. Là où je faisais, n'est-ce pas, mon travail. Bon, après, le président est descendu, mais ça n'a pas pris du temps. Bon, nous sommes sortis, ils sont restés, ça a pris au moins 5-6 minutes, ils sont sortis. Et le président m'a appelé, il m'a dit, écoutez, tu dois t'organiser, tu appelles ton chef, qui était le lieutenant-colonel Motoko. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu t'arranges, vous vous arrangez à ce qu'on puisse aller à Gbado. Nous devons aller à Gbado. Et on n'a pas compris. Bon, c'était un ordre pour nous. C'était un ordre. Et moi, je devais retourner à la maison pour aller m'organiser, arranger ma valise ici de suite. J'ai appelé mon chef, j'ai dit, bon, vous restez, et moi, je n'ai pas arrangé ma valise. Je suis parti arranger ma valise, je suis rentré, lui aussi est parti arranger sa valise. Et dès là, nous sommes rentrés, c'était le départ. Comme vous avez vu, nous sommes partis. Vous êtes parti à Gbadolité. Oui. Ne parlons pas encore de ce qui s'est passé à Gbadolité, mais restons à Kinshasa. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous donner votre version de fait? Comment le général Maël est mort? Qui a tué le général Maël? La communication de la mort du général Maël a été reçue par le lieutenant-colonel Barafundi qui était l'opérateur du président à Gbado. Et il m'a appelé. Il m'a dit, vous savez que le général Maël est mort? J'ai dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, mais oui, il est mort, on a tiré sur lui. Bon. D'après les éclaircissements que nous avons eu, ça c'est moi qui vous l'ai dit, il devrait y avoir un officier supérieur de la DSP, Division spéciale présidentielle, qui a tiré sur les gens. C'est qui? Je ne sais pas vous le dire, mais excusez-moi, je ne sais pas vous le dire. Il est en vie? Est-ce que, moi je ne suis pas à Kinshasa, moi, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui sont morts. Est-ce que ce n'est pas Kungulu qui a tué le non, non, loin de là. Ça, je vous dis, monsieur, non. C'est pas le capitaine Kungulu? Kungulu venait voir le problème du général Maël, parce que c'est le général Maël qui l'a appelé, qui l'a téléphoné, qui a dit, je suis ici, mais les militaires de la DSP ne veulent pas que je puisse sortir. Pourquoi Maël était venu au Kachachi? Pourquoi? Vous voyez, c'est ça la question que vous allez me poser.
Mayel était venu au Kachat si la décision du Premier ministre, qui était le général Ikoulia. Mayel a attendu que ça ne marchait plus. Alors, il était obligé de venir dire aux militaires de Kachat, ne vous révoltez pas, restez calmes, malgré vos chefs sont partis, mais nos amis de Afdel arrivent. Je sais comment est-ce que nous allons nous organiser pour qu'on puisse arranger l'armée et mettre les structures de l'armée en ordre. Oui, c'est ce qu'il était venu dire. Mais dès son entrée, il a trouvé le général Ouezago qui était là-bas, qui était resté, parce que le général Djimbe était parti. Alors quand il a trouvé le général Ouezago l'a réussi quand même. En venant vers notre corps de garde sortie principale, de là, il y a un officier qui a commencé à crier, regardez le général Mayel, il vient encore de Kachat pour dire ça, pour nous amener, pour qu'on puisse nous tuer, tout ça. Alors d'officier, il a tiré sur le général Mayel. Vous comprenez? Sur la tête. Oui, première balle. Le général était tombé, le général Ouezago était à côté. Le général Ouezago voulait intervenir, ça n'a pas tenu. Bon, que voulez-vous? Bon, ça, je vous dis, ce sont des informations que nous avons données au président, sûr. Et ça a été venu du général Ouezago lui-même. Vous voyez, c'était comme ça. Alors maintenant, il s'est fait que vous allez à Gbadolite et le président Mobutu, nous allons revenir sur ce qui s'est passé sur Otenika tout à l'heure. Comment le président a quitté Gbadolite? Dans quel état? Il voulait détruire, bon, selon des rumeurs, le président Mobutu voulait qu'on détruise le château de Kawele, il voulait que tout soit rasé. Mais comment le président est-il parti et dans quelles conditions? Mais vous autres les journalistes, vous suivez le tout à la loupe. Je ne vous comprends pas. Comment vous avez su ça? Il n'y a que la sécurité qui peut peut-être vous parler de ça. Bon, écoutez, vous êtes dans une voie tout à fait normale. Et c'est clair si vous me posez cette question. Vous êtes dans une voie tout à fait claire et normale. À Gbadolite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés à Gbadolite le 16, quoi. Le même 16. Voilà, le même 16. Ben, il y avait le fils du président qui était à Brazzaville. Il y avait aussi sa cousine, maman Francisca, la femme du général Boulogne, qui était aussi à Brazzaville. Si je ne me trompe pas, ma femme et mes enfants aussi étaient là. Parce que j'ai appris ça après. Parce que je suis père de 9 enfants avec ma femme. Alors, il y avait une grande famille, toute une famille là-bas à Brazzaville. Alors, Kungulu avait envoyé un message à son père. Il a dit, mais papa, nous sommes ici, il n'y a plus moyen. On va arriver à Gbado comment? Eh bien, le président a appelé mon frère, le colonel Motoko. Il lui a dit, cherchez Ngani, on va lui d'aller chercher les pilotes de l'avion présidentiel, pour qu'ils partent aller chercher la famille qui traîne à Brazzaville. C'est là, c'est le commandant Mukandila. C'est le commandant Mukandila. Moi, je pense que j'ai même sa signature ici. La signature comme commandant Mukandila. J'ai ça ici. Il vous a signé un document? Il m'a signé un document de 13 000 $ pour les problèmes de tarmac, pour les problèmes on appelle ça quoi? Calbila fuel, je ne sais pas, toi tu es. Pour charger, voilà. J'ai ça, 13 000. Avec détails là-dessus. J'en dispose avec moi ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à l'hôtel, je les ai vus, j'ai dit, commandant, vous devez vous arranger, vous devez décoller pour Brazzaville, aller chercher Kungulu, capitaine Kungulu et maman Francisca et toute la famille qui traînait là-bas. Commandant Mukandila qui me dit, nous on n'a pas l'argent pour aller payer les tramacs, tout ça le problème. Va demander l'argent au président qui nous donne cet argent. J'ai dit, il faudra combien? Eh bien, il me dit, bon, écoutez, il a commencé à... J'ai le plan ici, son écriture est là, sa signature est là. Il me dit, bon, il nous faut au moins 10 000 $. Et je suis parti, j'ai appelé le président au téléphone, parce que son numéro était numéro 15. Excusez-moi de vous dire ce secret aujourd'hui. Oui. J'ai appelé le numéro 15, le président qui me dit, oui, ben, je dis, mais le commandant demande autant pour les problèmes de carburant, tarmac, et ainsi de suite. Pose la question à votre maman Bobila Dama, maman présidente, elle va te remettre de l'argent. J'ai posé la question à la maman présidente, Bobila Dama m'a remis 13 000 $. Je suis venu avec, j'ai remis au maître de commandant
Mokandila. Il m'a signé un papier qui est ici, qui est là, avec le détail. Il m'a dit d'ailleurs, les justifications, le reste de l'argent, nous allons venir vous remettre ça. Et ils ont décollé, ils sont partis. Arrivés là-bas, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner ce qui s'est passé à Brazza. Il me semblerait que dès leur arrivée, ils ont dit écoutez, Mobutu n'est plus chef de l'État, nous, l'avion, c'est l'avion du Zaïre, on laisse ça ici, on laisse pour le président qui vient. Alors, l'avion était bloqué. Alors, vous quittez maintenant Gbadolité comment? Avec quel avion? Ça, c'est une longue histoire, mon cher frère. Comme dit King Kester, c'est une longue histoire. Excusez-moi un peu de prendre mon verre d'eau. Dans la panique générale, vous devez quitter. Et, oui, vous me posez la question de notre départ de Gbado pour Togo. Mais c'était une catastrophe, mon frère. C'était vraiment une catastrophe. Vous savez, chaque mois, les commandants de la DSP désignaient une unité, c'est-à-dire un bataillon, pour partir à Gbado, le bateau de la DSP, pour assurer la sécurité du président pendant son séjour à Gbado. Et cette fois-là, le commandant d'opération, c'était le colonel Ndoma. Il était le colonel Foul Ndoma. Il était BM, hein, oui. Colonel Ndoma. Breveté d'état. Je ne sais pas, il paraît qu'il est mort, je ne sais pas si vous êtes au courant. Aucune idée. Bon. Alors, le commandant place, c'était le lieutenant-colonel Lukanga, un ami qu'on a étudié ensemble avec lui en Israël. À un moment donné, cette unité devrait partir, aller faire ce qu'on appelle chez nous une défensive, c'est-à-dire attendre l'ennemi, quoi. C'est pas si vous allez connaître le terme que je vous parle ici. Alors, cette unité était partie vers Yakoma. Yakoma, ça fait au moins une centaine de kilomètres de Gbadolité. Mais la nuit du 17 au 18, nous avons attendu. Le président lui-même est sorti, malgré qu'il était souffrant. Des bruits des armes. Des coups de feu, on tirait partout. Mais le colonel Motokoma a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe juste vers Mobayimbongo? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais moi je ne connais pas aussi. Mais il faut dire ça au président. Alors, on a appelé le président au téléphone, on a dit, mais nous ne savons pas si vous connaissez. Le président dit, oui, je comprends très bien et je suis ça. Mais vous voyez c'est quoi? Le président qui nous dit, écoutez, bon, c'est peut-être les militaires qui sont indisciplinés, qui sont en train de tirer partout. J'ai dit, mais non. J'ai demandé au colonel, j'ai dit, moi en tant que votre adjoint, j'aimerais bien faire une patrouille de reconnaissance. Vous restez ici avec le président Akawele, moi je prends la Jeep avec 2 militaires, je vais faire la patrouille de reconnaissance partout, c'est-à-dire je vais aller tout d'abord vers Boussinga, et de Boussinga je vais aller vers Goloma, là où le président avait ses champs, de grands champs, de manioc, et ainsi de suite. Et de là, quand je vais sortir, je vais aller maintenant vers Mobaï, voir qu'est-ce qui se passe au juste. Le colonel Motokoma dit, non mon cher, dans des problèmes comme ça, il faut toujours expliquer au président, parce que c'est lui le commandant suprême, c'est lui notre chef maintenant directement ici. J'aimerais bien que vous le téléphonez vous-même, vous lui dites que, écoutez, je vais faire la patrouille. J'ai téléphoné le président. Le numéro 15. Le numéro 15, voilà. J'ai appelé le président. J'ai eu Brafou, qui dit, appelez 15, j'ai appelé, le président dit, je préfère faire une patrouille de reconnaissance avec une Jeep, monter mag là-dessus, ça dit mitrailleuse à gaz, qu'on appelle chez nous, dans les termes militaires. J'ai pris avec moi mon garde du corps. Le président n'a pas été d'accord, hein. Le président avait refusé. Le président a dit, Ngani, je ne veux pas que tu partes là-bas. Tu restes là où nous sommes. S'il s'agit de nous tuer, j'aimerais bien qu'on vienne nous tuer, nous tous ici. Ne bouge pas, Akawele. J'ai appelé mon garde du corps qui était le premier César Mbembe. C'était mon garde du corps à moi. J'ai appelé aussi le chauffeur privé du président, adjudant-chef Matianja. Il est maintenant au Maroc. J'ai dit, mettez un peu de Kabila là-bas dedans.
Ils mettaient la JPC, ils mettaient aussi mitrailleuse à gaz. Tout ça, ils ont mis des armes. Moi, j'ai pris aussi mon usine. J'ai dit, allez, tu démarres la Jeep, on va sortir, on va faire patrouille. Les militaires, et ils disent, à vos ordres. Ils sont partis avec ces deux militaires. On est sorti, on est parti vers Businga. On a fait au moins 50 km. Vous savez, quand vous sortez de Businga, vous allez vers chez le Monseigneur Kisenge. On appelle ça comment Molegbe, hein, voilà. Vous faites ça. Il n'y avait personne. Tout le monde était entré dans la forêt. Personne. Nous avons trouvé que comment dirais-je, des chèvres, non, même du billard. Personne. Les hits de cage, parce que la chose des hits, voilà. Les hits de cage étaient vraiment vides. On est parti, on a fait au moins 50 km. Nous sommes arrêtés tout juste là où le professeur on appelait professeur, hein, du président était, donc c'est lui qui a donné le président le cours à l'école primaire. Hein. Il était au fond du goudron. C'est là, la route asphaltée s'est arrêtée là où il était. Nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, tournez la Jeep, nous sommes rentrés. En rentrant, j'ai dit, on va rentrer maintenant vers Goloma. Nous sommes partis vers Goloma. Nous sommes arrivés juste dans le village de Maman Kossier, Maman Bobi, c'est leur village. Arrivé là-bas, personne aussi. On s'est croisé avec un vieux. Je lui ai appelé, j'ai dit, mais où est parti tout le monde du village? Il dit, yo Zanan, yo atuna ngai nini, yo atuna motonyo sa akoti jamba de, motonyo sa akoti jamba. Donc tout le monde est dans la brousse. Voilà, c'était comme ça il me disait. Alors il était aussi sourd. Hein. J'ai dit à Mathieu de tourner la Jeep, on a tourné la Jeep. On commençait à rentrer. De l'entre et tout, on s'est croisé avec deux minibus de la présidence. Deux minibus de la présidence. Mon cher frère, rempli, excusez-moi, je parle de ce que j'ai vu, hein, rempli de cartons dedans. L'autre était rempli de cartons, l'autre avec la famille. Les cartons d'argent. Les cartons de quoi? Mais attendez, tu es pressé là pour me poser des questions. J'ai arrêté ce minibus. J'ai vu, c'était Nakeya qui était dedans, le gérant, il était le gérant, je ne sais pas comment on l'appelait, il était dedans. Et la combi qui était derrière, c'était sa famille. Alors, il était en fuite. Je ne pouvais rien dire. Je lui ai dit, bon, continuez votre route, hein, bon, je n'ai rien à dire. Nous avons démarré. Nous sommes venus à l'entrée de Kawele. Les chauffeurs qui étaient avec moi, le chauffeur du président Mathian, l'adjudant-chef Mathian, a dit, mais moi, major, je suis fatigué, je ne peux pas aller là-bas parce qu'on commençait maintenant à tirer hein, vers Mobaï maintenant. On sentait, voilà, il était tout près. Voilà. Il a dit, écoutez, mon major, je ne parle pas, je vais rester là aussi les amis. Mon garde du corps aussi voulait aussi descendre. J'ai dit, bon, si tu descends, tu pars, mais tu n'es plus mon garde du corps. Allez, j'ai pris le volant. Vous savez que je suis un chauffeur professionnel. J'ai pris le volant moi-même. Mon chauffeur, mon garde du corps. À côté, nous sommes partis pour la ville de Bado, Mobaï, pour connaître au juste qu'est-ce qui se passe au juste. Nous sommes partis. Arrivé à l'aéroport, vous savez, l'aéroport, c'est à peu près, il faut entrer au moins quelques mètres. Tout à fait. Nous ne sommes pas entrés, on a piqué tout droit. D'ailleurs, c'est une erreur que j'avais commise. Je devais tout d'abord entrer par l'aéroport. Mais je n'avais pas cette idée, comme j'étais un peu dépassé. On a continué. Nous sommes arrivés dans la ville de Gbadolite. Mon cher frère, il faisait, si je ne me trompe pas, si j'ai encore de bonnes idées, il faisait presque 3h45 du matin. Personne. Nous sommes partis du côté expatrié. Personne. Nous sommes partis du côté camp militaire maintenant, parce que je voulais connaître le camp militaire et voir surtout leurs chefs. Personne. Nous sommes partis maintenant dans la cité même. Rien. Mon soldat, mon gars de Diko commence à avoir peur. J'ai dit, écoutez, tu es commando? Il m'a dit, oui, je suis commando, mon major. J'ai dit, on va aller à Mobaï. Il dit, mais non, mon major. Écoutez comment est-ce qu'on tire là-bas. On va nous tuer. J'ai dit, ben, nous allons partir. Et on a pris la route. Vous savez, quand vous quittez la ville de Bado, vous traversez une rivière, la résidence du président, et vous comptez droit, il y a le cimetière. On a dépassé le cimetière, nous sommes partis.
Et si vous dépassez ce cimetière, il y a une rivière qui revient encore. Et après cette rivière, il y a la maison de Wazabanga qui était mort, tout ça, là, les frères de je ne sais pas où. On a continué. De là, nous sommes arrivés tout juste à 3 km de Mumbai. De 3 km de Mumbai, on s'est rencontré avec le militaire, non militaire à nous de la DSP, qui déclenchait pour rentrer maintenant. Et leur cri était quoi? Qu'est-ce qu'il parlait? Il disait Mobutu, toujours qu'il y a un notage, parce que nous avons Nzimbi à Kosibiso, Portoya, Kokufawa, mais il y a ça qui m'a fait Braza, alors Bishop Toko Kangaï, c'est ce qu'il y a qui m'a fait Bishop Toko Boumaye, qui n'a pas fait Bishop Bon, on souffrir. Voilà, ça sont. Excusez-moi de vous. Oui, de il disait que nous allons, à Mobutu, nous allons l'arrêter comme on va le prendre en otage parce que son neveu, le général Nzimbi, commandant de la DSP, a déjà traversé le Poulédia à Brazzaville. Il nous a envoyé ici pour qu'on meure. Alors comme ça, comme Nzimbi a fui, nous on va aller l'arrêter chez lui à Kawele. Voilà. Devant, je dis bien, devant mon militaire, ouais. Mon garde du corps, Mbembe. Alors j'ai vu comme ça, j'ai dit tournez la Jeep. J'ai vu qu'il y avait un danger. J'ai tourné la Jeep et nous sommes retournés maintenant vers Badolité. Arrivé à Badolité, j'ai dit non, je dois aller donner ses comptes rendus au chef de l'État. Parce qu'on n'a pas le choix. Nous sommes arrivés tout juste parallèlement là où se trouvait l'aéroport. J'ai attendu le bruit de l'avion à l'aéroport. J'ai dit mais il n'y a pas de la lumière à l'aéroport. Il n'y a personne à l'aéroport. Mais quel avion qui est au train d'atterrir maintenant c'était ici? J'ai dit à mon gars de quoi, j'ai dit nous devons entrer à l'aéroport. Mon gars de quoi dit écoutez chef, vous ne connaissez pas ce qui se passe là. Bon, nous pour rien. Voilà. J'ai dit mais non, on doit entrer. Nous sommes entrés. Or qu'il y avait des avions Hiroshima. Avions russes. Oui. Il y avait deux. Excusez-moi de vous dire ça. Vous savez, tout ce qui était comme matériel de Savimbi atterrissait par Gbadolite. Et à partir de Gbado, Savimbi envoyait ces avions qui louaient pour venir chercher des Gbado et pour l'Angola. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. C'est clair. Je ne suis pas un politicien, mais je voulais dire ça. Voilà. Donc c'était un des avions Voilà, russe. Alors l'autre était décollé sans lumière, avec le matériel de chars de combat dedans, plus l'as-missile, ça a été parti. Maintenant l'autre était parti au fond de l'aéroport pour maintenant, je ne sais pas quel terme, mais... pour faire le taxi et puis décoller. Pour son décollage. Nous sommes entrés, il faisait noir, j'ai dit mais l'avion qui... Mais c'est quoi? Comment ça gronde? Allez, écoutez, les soldats avaient peur. Les soldats ont dit mais non, on ne peut pas sortir de l'aéroport parce qu'on va nous tuer. J'ai dit descends. Les soldats sont descendus. J'ai donné, comment on appelle ça, les phares à 100 mètres. Je suis sorti de l'aéroport, au milieu de l'aéroport. Vous voyez, tarmac pour sortir. Oui. Je suis parti maintenant là où était l'avion. Au fond de la piste. Au fond. Et l'avion était vraiment prêt de décoller. Il avait tout donné ses lumières. Je suis venu tout juste au-dessous de l'avion. Oui. Je me suis arrêté. Mais les pilotes sont descendus. Mais on allait faire des bagarres. Et parler l'anglais ou quoi, quelle langue, je ne sais pas, moi je parlais français, il y avait des problèmes. J'ai dit bien des bagarres. On ne s'est pas s'attendre avec. Je les ai dit, malgré cela, l'avion doit retourner au tarmac. Ça, c'est le village du président. Vous ne pouvez quand même pas venir atterrir et décoller comme ça qu'on puisse comprendre. Mais vous venez d'où? Non, mais c'était grave. Mais heureusement, il y avait un qui était là, il parlait un peu le français. Je lui ai dit, monsieur, dis à votre commandant, vous devez emmener l'avion au tarmac. Sinon, je ne peux pas me déplacer d'ici. Ou vous décollez, vous ramassez la Jeep, vous partez avec la Jeep comme vous voulez, ou bien vous me ramassez, ça va. On a discuté, ça a pris au moins 10 minutes. Mon soldat qui était resté au tarmac, il est venu à pied. Il a vu qu'ils m'ont entouré, il a chargé, il voulait même tirer si c'est ce russe-là. Moi j'ai dit non, il ne faut pas tirer. Alors l'autre a compris, il a parlé au commandant, le commandant était d'accord. Il a dit bon, on amène maintenant l'avion au tarmac. Pour être sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, allez, je me mets dans l'avion, nous partons au tarmac. Je suis entré dans l'avion. Il y a aussi les grands avions, hein. Ouais. Voilà. On a amené jusqu'au tarmac. Arrivé au tarmac maintenant, j'ai décidé de mettre ma Jeep devant et l'autre Jeep derrière la Jeep qui faisait la permanence. Ouais. Donc, c'est-à-dire j'ai bloqué l'avion. Voilà.
Je les ai dit, vous ne pouvez pas décoller sans ma présence. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche qui? J'ai dit, vous allez prendre le président. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre avion. Vous devez prendre le président et vous allez aller avec là où vous voulez partir. C'est-à-dire, si vous partez chez Savine, on va aller chez Savine. Je dis, mais non, nous n'avons pas cette mission. J'ai dit, vous restez là, vous attendez. J'ai appelé mon frère, le colonel Motoko. J'ai dit, ici à l'aéroport, il n'y a pas un avion. Comment nous allons fouiller avec le président? Je viens de trouver maintenant, j'ai maintenant la situation, mais on ne peut absolument pas traîner. Il faudra qu'on parte avec le président. Le colonel Motoko me dit, mais le président est toujours dans la chambre. Comment le faire sortir, je ne sais pas. J'ai dit, bon, Djanga est là, son fils. Oui. Et le colonel Motoko dit, oui, Djanga est ici. Est-ce que tu peux m'envoyer Djanga? Parce que Djanga parle un peu l'anglais. Hein? J'ai dit que Djanga vient d'urgence ici. Djanga est venu. Il est arrivé, j'ai dit, parle à vos pilotes que nous n'avons pas d'autre avion, ils doivent prendre les présidents parce qu'ils veulent partir. Djanga a commencé à discuter avec. Ils ont dit, mais non, nous n'avons pas, on n'a pas cette mission. Nous avons telle mission, telle mission. D'ailleurs, il est presque bientôt 5 h du matin, nous ne pouvons absolument rien faire. Moi et Djanga, on a quitté l'aéroport pour aller chercher maintenant son père. Nous sommes arrivés à Kawele. J'ai donné mon rapport à mon chef qui était le colonel Motoko. J'ai dit, voilà, la patrouille que j'ai faite, il y avait ça. Le colonel Motoko a dit, mais le président ne veut pas sortir. Je lui ai appelé plus de 2 fois. Je lui ai dit, nous devons fouiller. Il m'a dit, non, il faut que nous prenions au moins maman présidente, maman, la femme de maman Ali, comment on appelle ça? Maman Félito. Oui. Oui. Et maman, sa cuisine, maman Kossia. On peut peut-être fouiller avec. Mais qu'on les laisse là-bas, qu'on les tout là-bas. J'ai dit, mon colonel, si nous faisons ça, c'est-à-dire nous avons failli à notre service, on doit aller chercher le président là où il se trouve, même s'il est dans sa chambre. Il dit, ben, peut-être avec vous, ça peut marcher. Appelle Djanga, comme ça vous allez vous arranger. J'ai appelé Djanga au téléphone, Djanga est venu, il dit, montre-moi sur les papas. Nous sommes entrés, vous voyez la résidence. C'était un labyrinthe. Hein? Oui. Alors, on est venu de l'autre côté. Et le président était où? Dans sa chambre. Il n'était pas dans une pièce secrète, parce qu'il semble qu'il y avait beaucoup de pièces secrètes. Oui, il y avait beaucoup de pièces, mais il faisait une dernière prière. Non, pas de prière. Le président, enfin, tout le monde en parlait, que le président avait dit quoi. Je n'ai jamais vu ça. Des chambres où il entrait seul. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Excusez-moi, je n'ai pas vu ça. Oui, mais chacun a ses problèmes privés. Hein. Les problèmes privés, on ne montre pas tout le monde. Comprenez? Mais vous n'avez rien vu d'extraordinaire. Eh bien, je faisais mon travail. Je ne pouvais pas me mêler dans d'autres affaires. Excusez-moi. Vous voyez? Alors, je suis venu au salon. J'ai demandé à la maman présidente, j'ai dit, où se trouve papa? La maman présidente qui me répond, pourquoi vous cherchez papa? J'ai dit, mais non, nous allez, maman présidente qui commençait à pleurer. Je suis entré dans le couloir, parce que le grand couloir, j'ai vu, la chambre du président était à côté. Je suis entré. Le président était assis ou couché? Il y a, excusez-moi de vous le dire, le président avait son lit à côté, mais il y avait quelques, comment on appelle ça? Une chaise. Ce n'est pas une chaise longue, mais quelque chose qu'on met dans le magasin de sport là. Hein? Je ne sais pas comment s'appelle cette histoire-là. Genre, là où il s'exerçait, c'est quoi ça? Moi, je pense... Une sorte de balançoire Pas balançoire. Balançoire, c'est quelque chose que vous poussez. Oui. Mais c'était comme une chaise longue. Une chaise longue. Prenons une chaise longue. Voilà. Un banc. Un banc solaire. Ou voilà, un banc solaire. Dans sa chambre. Un banc. Voilà. Allez, d'office, je lui ai dit, Maréchal, il n'y a pas le choix. Nous devons partir. Excusez-moi avec tout respect que je vous dois. Il est resté comme ça, il dit, mais laissez-moi mourir ici. Prenez vos mamans, partez avec, laissez-moi ici. Il dit, mais non, nous devons partir. Le président n'a pas pu bouger. Hein.
si vraiment les gens sont sérieux, si vraiment l'épouse du président est honnête, elle n'a qu'à témoigner. Le président avait mis son boubou comme son boubou sans cingler à l'intérieur. Sans cingler à l'intérieur. Vous comprenez? Il a mis aussi son pantalon avec le soulier sans chaussette. Nous sommes sortis avec. Vous l'avez tenu parce que... Mais oui, je l'ai tenu. Nous sommes sortis avec. De là, j'ai dit à mon chef qui était le colonel Motoko, je ne perds pas le temps, je pars voir si l'avion a pu démarrer. Je vais voir, je vais vous attendre là-bas. Parce que les militaires qui viennent, ils sont déjà à Agbado. Oui, ceux qui viennent pour l'arrêter. Bon, pour l'arrêter, ils sont déjà à Agbado. Alors c'est dangereux. Le colonel Motoko dit, allez, précède-moi vite, fais vite, Ngani. J'ai pris la jeep, allez, je suis retourné. En retournant, effectivement, les militaires venaient. Ils sont entrés. Motoko qui était au volant, c'est Motoko qui a conduit le président dans sa voiture Mercedes. Et Djanga qui était comme convoyeur. Le président derrière. La maman présidente voulait hésiter. Vous savez, les femmes discutent beaucoup. Hein, mais je pense que, d'après le colonel Motoko qui me disait, le docteur Biamou est parti prendre la maman présidente de force et il a mis dans la voiture. Ils sont arrivés. Arrivés à l'aéroport, mais c'était catastrophe. Vous savez, Hiroshima, c'est un avion qui est comme C-130. Hein. Il fait descendre, comment on appelle ça, rame et arrière. Arrière. Ça. Alors, ces Mindele-là ont essayé de soulever un tout petit peu. Bon, ça ne tenait pas. Ouais. J'ai dit de faire descendre là-bas, descendre ce rame, et il y avait déjà un camion Réo avec des munitions dedans, plus l'as-missile dedans. J'ai dit descendre l'as-missile pour qu'on puisse mettre la voiture présidentielle. Parce que le président ne pouvait pas descendre. Oui, parce que le président ne pouvait pas descendre. Et là-dedans, on n'avait pas de chaises. C'était un avion cargo. Ouais. Vous voyez? Alors on a mis... comme on a pu le voir sur la photo de l'avion. Oui. Donc, vous voyez comment ça a été dans les catastrophes. Comme si les gens sont debout, mais c'est dans un avion. C'est dans les catastrophes. Vous voyez? Alors, de là, on a mis les gens, tout ça, les problèmes, on a essayé de... On avait même oublié la grande sœur de la maman présidente, maman Marie, la femme de Lito. On avait oublié que lui résidait à la cité. Et c'est à partir de là où nous sommes embarqués pour prendre maintenant le départ vers Togo. Et les pilotes se demandaient où nous allons partir. Et le plan de vol a été fait en l'air. Qui a dit qu'il faut aller au Togo? Ben, le président maintenant, c'est lui qui a... Parce que lui, il s'attendait à l'avion du président Yadema. Parce qu'il avait contact avec le président Yadema. Lui, le président. Il disait, Yadema va nous envoyer un avion à 6 h. Non, il a dit, l'avion va arriver à 5h30. On a attendu, à 5h30, l'avion n'était pas là. Ben, c'est là où le président a compris qu'il n'y avait pas un avion. Et quand nous sommes atterris à Lomé, l'avion du président Yadema était fermé complètement. Ça n'avait même pas le choix de voler pour venir chez nous. Oui, et c'est là où on s'est croisé avec le conseil spécial Mbanda. C'est lui qui était parti chez le président Yadema pour négocier les problèmes de... Je ne peux pas vous en parler de ça, je ne connais pas la politique. Voilà. Donc, bref, le président Mobutu ne voulait pas partir de Guadeloupe. Normalement. Normalement. C'était militaire. Hein? Alors, vous arrivez là-bas, passons l'étape, c'est la débandade, vous arrivez au Maroc. Et on a tiré tout d'abord, excusez-moi. Ah, on a tiré sur... Quand on a décollé, on a tiré sur nous. Hein? Quand on a décollé, on a tiré sur nous. On avait parlé quelque chose de... Il y avait quelque chose là pour les militaires, quand même, ils venaient. Oui. Voilà. Et quand le président est entré dans l'avion, tout un bataillon de gens sont entrés dans l'aéroport. Avec des armes et tout ça, les problèmes là. Pour le tuer ou pour l'arrêter? Nous avons appris que le président est ici, il veut prendre cet avion. Nous voulons aller voir tout ça. Moi, vous savez que je suis descendu à Lomé en tenue militaire. J'étais descendu à Lomé en tenue militaire. J'ai appelé les militaires. Ailleurs, je les ai appelés. J'ai dit, Basoda Boyawa. Boyawa. Il me connaissait très bien. Oui. Il savait très bien qui vous étiez. Alors ils sont arrivés. J'ai dit, vous cherchez qui? Ils m'ont dit, nous cherchons le président. Parce que, d'après ce que je viens de vous le dire, malgré j'ai prié, hein, mais j'ai trompé les militaires ce jour-là. J'ai dit aux militaires, écoutez, ce que vous avez fait, c'est bien.
Vous êtes resté pendant des jours et des jours. Vous n'avez pas mangé. Vous avez souffert du fait là-bas. Mais vous êtes venu ici. Au moment où je vous parle, votre commandant d'opération, c'est qui? Il dit, colonel Ndoma, colonel Ndoma. J'ai dit, bon voilà. Tout à l'heure, le président a remis au colonel Ndoma autant d'argent, autant de cartons à ma présence. Il a mis ça dans sa jeep. Le président a dit qu'il puisse venir avec ces cartons pour vous distribuer, pour que vous puissiez vous reposer, donner à vos femmes et arranger-vous, parce qu'il y avait au moins 6 hélicoptères à l'aéroport là, hein, que Savimbi avait commandé, qui était à Guadolite. Vous voyez les avions qui sont là. Je dis oui, nous voyons mon major. J'ai dit bon, ce sont les avions que le président a commandés. D'ailleurs, dès que vous allez voir vos femmes, vous les donnez l'argent que le président vous a donné, je viendrai moi-même vous rassembler et vous venez, on va entrer dans les hélicoptères, nous allons partir, on va nous larguer partout et on va prendre des positions pour attendre l'ennemi. Les majors Ngani ne trompez pas, c'est un homme honnête, il nous a toujours aidé. Rentrons avant, allons chercher un homme, allons chercher. Alors, tout le monde a commencé à se retirer pour rentrer. Voilà comment est-ce que ça a été le problème. Vous voyez, et c'était le départ. Et malgré cela, il y avait un militaire qui était là, il était de garde à l'aéroport, mais il était toujours prudent. Il a lancé une grenade. Une grenade, quoi. Il a lancé une grenade. Et cette grenade était tombée, ça a explosé, mais ça n'a pas abîmé l'avion, ça a été explosé à côté. Et c'est là où j'étais blessé, moi. Ouais. Et donc, vous arrivez au Togo, et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Vous êtes au Maroc. Au Maroc, qui est au Maroc? Eh bien, au Maroc, le roi Hassan II nous a très bien réussi. Il n'était pas venu lui-même, vous voyez. Mais il avait organisé l'escorte officielle telle que tous les présidents viennent le voir. Et cette escorte a été très bien. Et nous nous sommes orientés de l'aéroport jusqu'à Hôtel Afitrite. Hôtel Afitrite. Voilà, c'est sa résidence encore privée. Ouais. Vous voyez? Et c'est là où nous sommes restés pendant... face à face de l'océan. C'est l'océan. Hein? Ouais. De la mer. De la mer, ouais. Face à face de la mer. Vous voyez? C'était comme ça. Alors... Nous allons peut-être aujourd'hui arrêter cette histoire à ce niveau. Mesdames, Messieurs, amis... nous avons voulu faire parler ce témoin de l'histoire pour permettre non seulement aux Congolais, à chercheurs, professeurs d'université ou patriotes de pouvoir comprendre l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de versions qui se disent. Qui a tué le général Maïli? Vous avez certainement compris. Comment est-ce que le président Mobutu a dû quitter Kinshasa et comment il a pu quitter Guadeloupe? Qui a trahi, qui a fait quoi? L'histoire nous le dira un jour. Quant à nous, nous tenons à remercier très sincèrement le major Ngani d'avoir fait ce témoignage et la prochaine fois nous reviendrons avec force détail pour beaucoup d'autres éléments. Toute personne qui a aussi un témoignage à faire ou à contredire ce qu'il a dit, qu'il vienne face à face pour dire que ce qu'il dit est faux ou vrai. Merci, on se revoit. Oui, vous avez un petit mot à dire? Oui, je voulais tout simplement dire que prochainement, si vraiment le bon Dieu voudra, nous allons essayer, je vais essayer de vous parler comment a été la mort du président. Au Maroc, je suis resté le seul officier supérieur qui a enterré le président. D'ailleurs, vous avez vu ça dans les images. Et les images secrètes que le berger a essayé de capter. Vous voyez? Tous les autres ont fui, ont abandonné le président. Pas fui comme tel, pour moi, excusez-moi, je ne sais pas quel était... Chacun a ses idées, hein, mais moi, j'avais prêté serment. J'avais prêté serment pour rester à côté de lui jusqu'à la fin. Tel que je pouvais aussi prêter serment pour le président Kabila qui est maintenant. Et si le président Kabila vous appelle? Mais pour arranger le pays, pour organiser le pays, je suis disposé. Je suis disposé. D'ailleurs, il allait nous appeler depuis le départ. Il allait dire, mais les gens qui ont fait leur travail comme ça, ce sont de bons éléments. Je vais le recevoir. Ils pouvaient directement nous appeler. Je ne peux même pas vous en parler. Je vais vous parler beaucoup de choses après parce que je sais que monsieur... son conseiller spécial actuel, comment il s'appelle? Monsieur Kaboué? Non. Monsieur l'État? Monsieur l'État. Je l'ai appelé un jour en téléphone pour lui proposer quelque chose que je ne peux pas vous en parler ici. Vous voyez, peut-être prochainement. Mais nous sommes là. Le président Kabila, c'est notre chef de l'État. S'il m'appelait pour aller travailler, pour aller organiser sa sécurité, je pouvais très bien aller le faire. Mais à condition que ma vie
Ne sois pas en danger, vous voyez. Parce que tout le monde en parle, ah c'est Kabila. Ce n'est pas Kabila. Les collaborateurs qui sont à côté, peut-être qu'ils font des choses que le président Kabila ne connaît pas. C'est ce qu'il y avait. Tout à fait comme le président Mobutu. Vous voyez. Il y avait corruption. Voilà. Il y avait corruption des hommes politiques qui étaient proches du président Mobutu. Il y avait corruption dans les chefs de généraux. En passant, quand on a dit qu'il fallait les arrêter ce jour-là. Alors, mesdames, messieurs, nous mettons un point final ici. Merci de nous avoir suivis. C'est dans le unique but de chercher la vérité et de rendre la vérité. Merci, on se retrouve la prochaine fois.